Chapitre 14. Les idées du docteur. Comme je rentrais à la maison, je tombais sur Miss Hartnell. Je dus, pendant 10 bonnes minutes, subir ses propos sur ce qu'elle appelait l'imprévoyance et l'ingratitude des pauvres gens. La vérité, c'est que les pauvres n'aiment guère voir Miss Hartnell s'occuper d'eux. Ma sympathie leur est complètement acquise. Mais ma situation m'oblige à une certaine réserve. Je calmais de mon mieux ma paroissienne et la quittai. La voiture des docks me rattrapa au tournant de la route du presbytère. « Je viens de reconduire Mrs. Prothero chez elle !» me cria-t-il en passant. Quand j'arrivai devant chez lui, il m'attendait à la barrière. « Entrez donc 1 minute !» J'acceptai. « C'est tout de même une drôle d'affaire !» fit-il en jetant son chapeau sur une chaise. Il ouvrit la porte de la salle d'opération et s'affaissa plus qu'il ne s'assit sur un vieux siège de cuir. Il paraissait fatigué et perplexe à la fois. Je lui racontai comment nous étions arrivés à fixer l'heure à laquelle le coup de feu avait été tiré. Il écoutait, l'air absent. « Ainsi, Anne Prothero est hors de cause, » dit-il. « Je suis heureux que ce ne soit pas elle, ni Laurence. Je les aime bien tous les deux. » Je le crus sans peine, et pourtant j'eus un instant l'idée de lui demander pourquoi leur mise en liberté semblait le plonger ainsi dans le désespoir. Ce matin encore, il ressemblait à un homme auquel on vient d'enlever un gros souci. Or, il était à présent complètement abattu et déprimé. Je le répète, j'étais convaincue de sa sincérité. Oui, il avait de l'amitié pour Anne et pour Laurence. Qu'est-ce donc, alors, qui le rendait si sombre ? Il se leva avec effort. « Je voulais vous parler de Havès, » dit-il. « Cette histoire l'a absolument bouleversé. » « Est-il si malade ? » ?»« Il n'est pas malade à proprement parler. Vous savez probablement qu'il a fait de l'encéphalie léthargique, la maladie du sommeil, comme on dit. »« Non, » dis-je, surpris. Je n'en savais rien. Il ne m'en a jamais parlé. Quand a-t-il eu cela ? Il y a 1 an. Il s'en est très bien remis, autant qu'on puisse s'en remettre. C'est une maladie bien singulière à qui un curieux effet sur le moral. Le caractère peut complètement changer par la suite. Et Doc demeura quelques instants silencieux. Puis, il reprit. C'est avec horreur, n'est-ce pas, que l'on songe aujourd'hui au temps où l'on brûlait les sorcières. J'ai la conviction profonde qu'un jour viendra où les hommes trembleront de même à la pensée des motifs qui ont fait pendre certains criminels à notre époque même. Je vois que vous n'êtes pas partisan de la peine de mort. Ce n'est pas tant cela. Il s'arrêta. Savez-vous, cher pasteur, articula-t-il lentement, que je préfère ma mission à la vôtre. Pourquoi donc ? Parce que votre fonction consiste à distinguer le bien et le mal. Et, voyez-vous, je ne suis pas toujours très sûr de leur existence. Je redoute que l'on confonde trop fréquemment les malades et les criminels. On ne pend pas un homme parce qu'il est tuberculeux. Sans doute, mais un tel homme n'est pas dangereux pour la communauté. À un certain point de vue, il l'est. Il contamine ses semblables. Mais prenez le cas d'un individu qui prétend être, par exemple, l'empereur de Chine.
Vous ne le considérez pas comme un criminel, celui-là. Notez que je pense comme vous au sujet de la société. Elle doit être protégée, défendue. Mais je dis qu'on enferme ces gens-là, qu'on les empêche de nuire, que même on les fasse disparaître, s'il le faut. Oui, oui, je vais jusque-là. Seulement, n'appelez pas ça châtiment et surtout que la honte ne retombe pas sur leur famille innocente. Je regardais Haddock avec beaucoup de curiosité. C'est la première fois que je vous entends parler ainsi, lui dis-je. Je n'ai pas l'habitude de développer mes théories à tout bout de champ. Aujourd'hui, j'enfourche mon dada. Vous êtes un homme intelligent, Clément, et vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas en dire autant de tous les pasteurs. Parbleu, vous n'allez pas admettre, vous, que le mal n'existe pas, mais vous avez l'esprit assez large pour envisager, du moins, que cette hypothèse puisse être formulée. Autant, dis-je, s'en prendre alors à toutes les idées admises. Mon Dieu, ne sommes-nous pas tous, plus ou moins, des esprits étroits et satisfaits, et n'avons-nous pas une tendance à juger de tout, même de ce que nous ignorons? Je reviens à ma marotte. Je crois sincèrement que le crime regarde autant le docteur que l'agent de police et le pasteur. À l'avenir, qui sait? Vous aurez trouvé un remède? Pourquoi pas? C'est là une pensée sublime, Clément. Avez-vous étudié les statistiques de criminologie? Non, peu de personnes l'ont fait. Eh bien, moi, je les ai étudiées. Vous serez étonné de constater le nombre de meurtres commis par des adolescents. Rappelez-vous le jeune Neil qui tua 5 petites filles avant même d'être soupçonné. Il avait été jusque-là un gentil garçon, pas difficile à élever, très sage. Et Lily Rose, la petite galloise qui tua son oncle, vous vous en souvenez, sous prétexte qu'il l'avait privé de gâteau. Elle le frappa d'un coup de merlin pendant son sommeil. Rentrée chez elle, 15 jours plus tard, elle tuait sa sœur aînée pour une peccadille. Des fous, vous dis-je. Ni l'un ni l'autre de ces deux-là ne fut pendu. On les a enfermés. J'ignore s'ils s'amèneront un jour. J'avoue que j'en doute pour la fille. La seule chose qui l'intéresse, à présent, c'est de voir égorger les porcs. Clément, savez-vous encore à quel âge le suicide est le plus fréquent? À 15 ou 16 ans. Il n'y a peut-être pas une si grande différence entre le meurtre qu'on accomplit sur soi-même et le meurtre sur autrui. Et tout cela m'apparaît comme un problème plus médical que moral. C'est terrible. Non, Clément, c'est nouveau. Il faut regarder en face les vérités nouvelles. Mais parfois, cela rend la vie bien difficile. Il était resté assis, les sourcils froncés et cependant l'air las, si las. Et Doc, dis-je à mon tour, si vous saviez qu'une personne a commis un crime, que feriez-vous? La dénonceriez-vous ou, au contraire, seriez-vous capable de la protéger? Visiblement, il ne s'attendait pas à cette question directe. Il me lança un regard furieux. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Clément? Quelle est votre pensée derrière la tête? Répondez. Rien du tout. Mais
Nous pensons beaucoup au crime ces temps-ci, et je me demandais tout simplement ce que vous feriez au cas où le hasard vous permettrait de découvrir la vérité. Un point, c'est tout. La colère d'Edoc tomba. Il regarda en face de lui, fixement, comme un homme préoccupé de déchiffrer une énigme qui n'existe que dans son imagination. Si je soupçonnais, si je savais, je ferais mon devoir, Clément. Du moins, je l'espère. Reste à savoir comment vous le concevriez, ce devoir. Il posa sur moi un long regard impénétrable. Ça, c'est une question que chaque homme se pose durant sa vie. Et chacun y apporte sa réponse. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Je sentis qu'il valait mieux changer de conversation. En tout cas, dis-je, mon neveu se distrait fort de cette affaire. Il passe son temps à rechercher des pas et des cendres de cigarettes. Et Doc sourit. Quel âge a-t-il? Il vient d'avoir 16 ans. On ne prend pas sérieusement les choses à cet âge. On croit que c'est du Sherlock Holmes ou de l'Arsène Lupin. Et Doc dit d'un air pensif. C'est un beau garçon. Qu'allez-vous faire de lui? Mes moyens ne me permettent pas de l'envoyer à l'université. Il veut entrer dans la marine marchande. Il a échoué à Naval. C'est bien, cela. C'est une vie dure. Mais il pourrait faire pis, oui. Il pourrait faire pis. Oh! Mais il faut que je parte, m'écriai-je. Je suis en retard d'une demi-heure pour déjeuner. Ma famille venait de s'asseoir autour de la table lorsque j'arrivai. On réclama et je fis le récit détaillé de mes occupations de la matinée. Denis fut extrêmement intéressé par l'histoire du coup de téléphone de Mrs. Price Ridley. Il partit d'un franc, éclat de rire lorsque je donnai des détails sur le choc qu'avait dû supporter le système nerveux de notre voisine et sur la nécessité dans laquelle on s'était retrouvé de faire appel à l'eau-de-vie de Prune pour la faire revenir à elle. « C'est bien fait pour cette vieille commère !» s'écria-t-il. « C'est la plus mauvaise langue du pays. Je regrette que l'idée ne me soit pas venue, à moi, de l'appeler au téléphone. J'aurais aimé lui faire peur. Dites, oncle Len, si on lui donnait une seconde dose ?» Je le priai immédiatement de n'en rien faire. Rien n'est plus dangereux que les efforts bien intentionnés des jeunes gens d'aujourd'hui pour nous aider et nous prouver leur bon vouloir. Mais déjà Denis avait repris son air d'homme du monde. « J'ai passé une bonne partie de la matinée avec Létice, dit-il. Savez-vous, Griselda, qu'elle est vraiment très ennuyée? Elle ne veut pas le laisser paraître, mais aucun doute n'est permis. Le contraire serait surprenant, dit Griselda en levant la tête. Griselda n'aime pas beaucoup Létice Protero. Je crois que vous n'avez jamais été très juste avec Létice. Ah, vraiment? Fit Griselda. Il ne manque pas de gens pour ne pas porter le deuil. Griselda gardait le silence, et je fis comme elle. Denis continua. Elle ne se confie pas à tout le monde, mais elle s'est confiée à moi. Elle est très ennuyée et elle pense qu'il faudrait agir. Elle va s'apercevoir, dis-je, que l'endormi partage absolument cet avis.
Il doit aller à Old Hall cet après-midi et il leur en fera voir de dur. Il veut découvrir la vérité par tous les moyens. Mais qu'appelez-vous la vérité, Len? Demanda brusquement ma femme. C'est bien difficile à dire, ma chérie, et je n'ai, pour ma part, aucune opinion sur ce point. Vous avez bien dit que l'inspecteur allait rechercher l'origine du coup de téléphone qui vous a appelé chez Abbott. Parfaitement. Il ne pourra pas y arriver. C'est tellement difficile. Mais pas du tout. La Poste possède un registre de communication. Ah! Ma femme se replongea dans ses pensées. Oncle Len, dit Denis, pourquoi étiez-vous si furieux contre moi ce matin? En rappelant que vous aviez souhaité la mort de Prothero, je plaisantais? Voyons. Oui, fis-je. Mais il y a un temps pour chaque chose, et l'endormi n'a pas le sens de l'humour. Il a pris au sérieux vos stupidités, il va interroger Marie, et il obtiendra contre moi un mandat d'arrêt. Vous verrez. Il a bien vu que je plaisantais. Non, il est incapable de s'apercevoir qu'on plaisante. Il est arrivé à la situation qui est la sienne par un travail acharné et beaucoup de zèle. Il n'a pas eu le temps de faire de la psychologie. L'aimez-vous, oncle Len? Non, je ne l'aime pas. Je l'ai détesté dès que je l'ai vu. Mais je ne doute pas qu'il ne soit appelé à obtenir de grands succès dans sa carrière. Vous croyez qu'il finira par découvrir l'assassin du colonel? S'il n'y parvient pas, ce ne sera toujours pas faute d'avoir essayé. Marie entra. Mr. Havès désire vous voir, dit-elle. Je l'ai fait entrer au salon. Et voici une lettre pour monsieur. On attend la réponse. Une réponse verbale suffira. Je déchirai l'enveloppe et lus. Cher monsieur Clément, je vous serai très reconnaissante de venir me voir cet après-midi, le plus tôt possible. Je suis dans un grand embarras et je désire avoir votre avis. Sincèrement vôtre, Estelle Lestrange. Dites que j'irai dans une demi-heure. Je me levai et passai au salon. Chapitre 15. Où l'endormi fait chou blanc. Je trouvai Havès dans un état qui m'attrista profondément. Ses mains tremblaient et son visage se contractait nerveusement. Évidemment, il aurait dû être au lit et je lui en fis la remarque. Il persista à soutenir qu'il se sentait très bien. Je vous assure, monsieur, que je ne me suis jamais mieux porté de ma vie. C'était d'une façon si évidente le contraire de la vérité que je ne sus quoi lui répondre. J'ai une certaine admiration pour l'homme qui ne se laisse pas abattre par la maladie, mais Havès, à mon avis, dépassait la mesure. Je suis venu pour vous dire combien j'étais ennuyé qu'une chose pareille soit arrivée au presbytère. Oui, ce n'est guère plaisant. C'est terrible, tout à fait terrible. Alors, ils n'ont pas maintenu l'arrestation de Mr. Redding? Non, c'était une erreur. Ces déclarations étaient absurdes, insensées. Et la police est maintenant tout à fait convaincue de son innocence. Tout à fait. Puis-je vous demander pour quelle raison?
Est-ce que je veux dire, soupçonne-t-on quelqu'un d'autre? Je n'aurais jamais cru Havès capable de s'intéresser autant aux circonstances d'un crime. Était-ce parce que celui-là s'était passé au presbytère? Mais il paraissait aussi avide de savoir qu'un reporter. Je ne suis pas dans les confidences de l'inspecteur, mais autant que je sache, non. Il ne soupçonne personne en particulier. Il procède seulement à des enquêtes. Oui, oui, bien sûr. Mais qui peut-on accuser d'avoir commis un pareil forfait? Je hochai la tête. Je sais bien que Protero n'était pas très populaire. Mais un crime, pour commettre un crime, il faut un motif bien puissant. C'est aussi mon avis, répondis-je. Qui pouvait avoir un pareil motif? La police n'en a-t-elle aucune idée? Je l'ignore. Il avait sans doute des ennemis, voyez-vous. Plus j'y pense, et plus je suis convaincue que c'était un homme à avoir des ennemis. Au tribunal, il avait la réputation d'être sévère. Oui, je crois. Mais ne vous souvenez-vous pas, monsieur, qu'hier matin encore, il vous disait avoir été menacé par Archer? En effet, je m'en souviens maintenant. Oui, je me le rappelle. Vous vous trouviez même, à ce moment-là, tout près de nous. Oui, et j'entendais ce qu'il disait. On ne pouvait guère faire autrement avec le colonel Protero. Sa voix était si forte. J'ai même été frappée par vos paroles quand vous lui avez dit que, son heure venue, il se pourrait qu'on lui appliquât, à son tour, la justice au lieu de la miséricorde. Ai-je dit cela? Demandai-je en fronçant le sourcil. Il me souvenait de quelque chose d'assez différent. Vous l'avez dit d'une façon fort impressionnante et cela m'a frappé. La justice est une chose terrible. Et quand je pense que le pauvre homme a été tué peu de temps après, c'est comme si vous aviez eu un pressentiment. Il n'en était rien, dis-je sèchement. Je n'aime pas les tendances mystiques de Havès. Il y a chez lui du visionnaire. Avez-vous parlé à la police des menaces de cet Archer? Je ne sais rien de lui. Je veux dire, avez-vous répété ce que le colonel Protero vous a dit? Qu'Archer l'avait menacé. Non, dis-je lentement. Je ne l'ai pas fait. Mais vous allez le faire? Je gardai le silence. Je n'aime pas charger un homme qui a déjà contre lui les forces de la loi. Et pourtant, je ne défendais pas la cause d'Archer. C'était un braconnier invétéré, un de ces joyeux propres à rien, comme il s'en trouve dans toutes les paroisses. Malgré tout, ce qu'il avait pu dire sous le coup de la colère lors de sa condamnation, je n'avais aucune raison de penser qu'il fût dans les mêmes dispositions à sa sortie de prison. Vous avez entendu la conversation, dis-je enfin. Si vous croyez que c'est votre devoir d'aller le dire à la police, il faut y aller. Votre témoignage aurait plus de poids, monsieur. Peut-être. Mais, pour vous parler franchement, eh bien, je n'en ferai rien.
J'aurais trop peur d'aider à passer la corde au cou d'un innocent. Pourtant, si c'est lui qui a tué le colonel Protero. Oh, avec des si, il n'y a aucune sorte de preuve que ce soit lui. Ces menaces, pour dire la vérité, elles ne venaient même pas de lui. C'est Protero, au contraire, qui a menacé Archer des foudres de sa vengeance la prochaine fois qu'il le rattraperait. Je ne comprends pas votre attitude, monsieur. Vraiment? Dis-je avec lassitude. C'est que vous êtes jeune. Vous apportez beaucoup de zèle à la cause de la justice. Lorsque vous aurez mon âge, vous verrez qu'il faut toujours accorder aux gens le bénéfice du doute. Ce n'est pas... Je veux dire... Il s'arrêta et je le regardai avec surprise. Je veux dire, vous, personnellement, vous ne soupçonnez personne d'être l'assassin? Mon Dieu, non? Havès insistait. Et le mobile? Je ne le vois pas davantage. Et vous? Moi non plus. Seulement, je me demandais si le colonel Protero s'était confié à vous, s'il vous avait fait part de quelque chose. Ces confidences, si confidence il y a, ont été entendues par tout le village hier matin, dis-je sèchement. Oui, oui, naturellement. Et vous ne croyez pas qu'Archer... La police connaîtra toujours assez tôt ce qui concerne Archer. Si je l'avais moi-même entendu menacer le colonel Protero, ce serait tout à fait différent. Mais vous pouvez être certain que si vraiment il l'a fait, c'est au vu et au su de la moitié du village, et la nouvelle en parviendra vite à la police. Mais, naturellement, cela vous regarde et vous ferez comme il vous plaira. Aussi étrange que cela puisse paraître, Havès ne semblait pas désireux d'agir lui-même. Pour tout dire, il était nerveux et son attitude était assez bizarre. Il me rappelait ce qu'Hédoc m'avait dit de son état de santé. C'était là, sans doute, qu'il fallait chercher l'explication. Il partit à regret, comme s'il avait encore quelque chose à dire. Quelque chose qu'il ne savait pas comment exprimer. Avant son départ, je le chargeai de s'occuper de l'union des maires et de la réunion des visiteuses du district, car j'avais moi-même d'autres occupations pour l'après-midi. Chassant de mon esprit Havès et ses histoires, je partis chez Mrs. Lestrange. Sur la table du hall, j'aperçus des journaux qui n'avaient pas encore été dépliés. Au moment d'entrer, je me rappelais que Mrs. Lestrange avait eu une entrevue avec le colonel Protero dans la soirée qui avait précédé la mort de celui-ci. Il était possible que, de ce fait, Mrs. Lestrange eût appris quelque chose qui jetterait un peu de lumière sur cette énigme. Je fus tout de suite introduit au salon, et Mrs. Lestrange se leva pour me recevoir. De nouveau, je fus frappé par l'atmosphère merveilleuse que cette femme créait autour d'elle. Elle portait une robe d'un noir mat qui faisait ressortir la blancheur extraordinaire de sa peau. Seule dans ce visage étrangement impassible, les yeux brillaient de l'éclat d'une vie intense, et c'est à peine si une espèce d'inquiétude attentive s'y lisait aujourd'hui. « Vous êtes très bon d'être venu, Mr. Clément, » dit-elle en me tendant la main. « Je voulais vous parler l'autre jour, et puis j'y ai renoncé.
j'ai eu tort. Comme je vous l'ai dit alors, je me ferai un plaisir de vous rendre service. Oui, vous me l'avez dit, et vous l'avez dit avec conviction. Il y a peu de gens, Mister Clément, qui ont vraiment désiré le faire. J'ai peine à le croire, Mrs. Lestrange. C'est pourtant la vérité. La plupart des gens, la plupart des hommes surtout, ne pensent qu'à eux. Il y avait une grande amertume dans sa voix. Je ne répondis pas, et elle continua. Asseyez-vous, je vous prie. J'obéis. Elle prit une chaise en face de moi. Après un instant d'hésitation, elle commença à parler très lentement, avec réflexion, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. Je me trouve dans une situation très délicate, Mr. Clément, et le désir connaître votre opinion. Je veux avoir votre avis sur ce que je dois faire désormais. Ce qui est passé. On n'y peut rien. Vous comprenez? Avant que j'aie pu répondre, la bonne qui m'avait fait entrer ouvrit la porte et s'écria avec un air affolé. Oh, madame, c'est un inspecteur, et il dit qu'il veut vous parler. Le visage de Mrs. Lestrange ne changea pas. Elle ferma seulement les yeux, lentement, et les rouvrit. Elle avala sa salive une fois ou deux, puis dit de sa même voix claire et calme, « Faites-le entrer, Hilda. » Je fus sur le point de me lever, mais elle me fit signe de me rasseoir d'un geste impérieux de la main. « Si cela ne vous fait rien, vous m'obligerez en restant. » Je me rassis. « Mais certainement, si vous le désirez, » murmurai-je, pendant que l'endormi entrait d'un pas alerte. « Bonjour, madame. » commença-t-il. « Bonjour, inspecteur. » À ce moment, il m'aperçut et son visage se renfrogna. Il n'y a aucun doute, l'endormi ne m'aime pas. « J'espère que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que le pasteur reste ici. » L'endormi ne pouvait guère dire le contraire. « Non, » répondit-il en grognant. Encore qu'il serait préférable. Mrs. Lestrange ne prit même pas garde à cette insinuation. « Que puis-je faire pour vous, inspecteur ?» demanda-t-elle. « Eh bien, voilà. C'est au sujet du meurtre du colonel Prothero. Je suis chargé de l'enquête. » Mrs. Lestrange approuva de la tête. « Et pour la forme, je vérifie l'emploi du temps de chacun. Hier soir, entre 6 heures et 7 heures. Seulement pour la forme, vous comprenez ? » Mrs. Lestrange ne semblait aucunement troublée. « Vous désirez savoir où j'étais hier soir, entre 6 et 7 ? » « Oui, madame, s'il vous plaît. » « Voyons. » Elle réfléchit un instant. « J'étais ici, à la maison. » « Ah !» Je vis les yeux de l'inspecteur étinceler. « Votre bonne, car vous n'avez qu'une bonne, n'est-ce pas, peut confirmer votre déclaration ? » ?»« Non, car c'était le jour de sortie d'Hilda. »« Ah, oui. » »« Il faudra malheureusement que vous me croyiez sur parole. »
dit gravement Mrs. Lestrange. Vous prétendez être resté chez vous tout l'après-midi? Vous m'avez demandé entre 6 et 7, inspecteur. Je suis sortie faire une promenade au début de l'après-midi et je suis rentrée un peu avant 5 heures. Bon, mais s'il se trouve qu'une dame, Miss Hartnell, en la circonstance, déclare être venue ici vers 6 heures, avoir sonné et, n'obtenant pas de réponse, être repartie. Vous direz sans doute qu'elle s'est trompée. Pas du tout, dit Mrs. Lestrange en secouant la tête. Ah? Quand votre bonne est là, elle peut répondre que vous n'y êtes pas. Mais si vous êtes seul et que vous ne vouliez pas recevoir les visiteurs, eh bien, la seule chose à faire, c'est de laisser sonner. L'inspecteur parut déconcerté. Les vieilles dames m'ennuient terriblement, dit encore Mrs. Lestrange. Et Miss Hartnell particulièrement. Elle a sonné au moins une demi-douzaine de fois avant de se résigner à partir. L'inspecteur rapprocha un peu sa chaise. Maintenant, je crois savoir, Mrs. Lestrange, que vous avez fait une visite au colonel Prothero à Old Hall le soir qui a précédé sa mort. Mrs. Lestrange répondit avec calme. C'est exact. Pouvez-vous m'indiquer la nature de cette entrevue? Il s'agissait d'une affaire personnelle. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous demander quelle était cette affaire personnelle. Je ne vous répondrai pas. Tout ce que je puis vous affirmer, c'est qu'au cours de cette entrevue, nous n'avons rien dit qui puisse avoir quelque rapport avec le crime. C'est une chose que vous n'êtes pas à même d'apprécier. En tout cas, il faudra bien que là, encore, vous me croyiez sur parole. En fait, il faut que je vous croie sur parole pour pas mal de choses. Cela m'en a tout l'air, répondit-elle, toujours avec le même sourire calme. L'inspecteur devint très rouge. Il s'agit d'une chose sérieuse, Mrs. Lestrange. Je veux savoir la vérité. Il frappa du poing sur la table. Et je la saurai. Mrs. Lestrange garda le silence. Ne voyez-vous pas, madame, que vous vous mettez dans une mauvaise situation? Mrs. Lestrange continua à se taire. On vous demandera de déposer à l'instruction. Eh bien, je déposerai. Elle avait articulé ce dernier mot d'un air absolument détaché, comme indifférent. L'inspecteur changea de tactique. Vous connaissez le colonel Prothero? Oui, je le connaissais. Vous le connaissiez bien? Elle hésita un instant avant de répondre. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Connaissiez-vous Mrs. Prothero? Non. Vous m'excuserez de vous le dire, mais c'était une heure insolite pour faire une visite. Je ne suis pas de cet avis. Qu'entendez-vous par là? Elle répondit clairement et distinctement. Je voulais voir le colonel Prothero seul. Je ne voulais pas voir Mrs. ou Miss Prothero. J'ai donc agi en conséquence. Pourquoi ne vouliez-vous pas voir Mrs. ou Miss Prothero?
Ça, c'est mon affaire. Alors, vous refusez de m'expliquer davantage? Absolument. L'inspecteur se leva. Vous vous mettez en mauvaise posture, madame, si vous n'y prenez garde. Elle se mit à rire. J'aurais pu prévenir l'endormie que Mrs. Lestrange n'était pas de ces femmes qu'on effraie facilement. En tout cas, dit-il encore, comme s'il eût voulu sauvegarder sa dignité, vous ne direz pas que je ne vous aurais pas averti. Au revoir, madame, et prenez garde, nous découvrirons la vérité. Il partit. Mrs. Lestrange se leva et me tendit la main. Je vais vous renvoyer. Oui, cela vaut mieux. Voyez-vous, je n'ai plus besoin de conseils, maintenant. J'ai pris mon parti. Elle répéta d'une voix désespérée. Oui, j'ai pris mon parti. Chapitre 16. 2 détectives amateurs et un troisième. Sur le seuil, je croisai Haydock. Désignant du regard l'endormi qui sortait de la grille. L'a-t-il interrogé? Questionna-t-il. Oui, dis-je. Il a été poli, j'espère. La politesse est un art que l'inspecteur n'a jamais beaucoup cultivé. Je suppose, néanmoins, qu'il avait dû être convenable de son point de vue à lui, s'entend, et, d'ailleurs, je ne voulais pas contrarier Haydock à ce sujet. Il semblait suffisamment soucieux comme cela. Je l'assurai donc que l'endormi avait été parfait. Haydock hocha la tête, et je le vis entrer dans la maison en descendant la rue du village. J'eus tôt fait de le rattraper l'inspecteur. Il marchait lentement, sans doute à dessein. Bien qu'il me déteste, il n'est pas homme à faire entrer un tel sentiment en ligne de compte lorsqu'il s'agit pour lui d'obtenir un renseignement utile. « Que savez-vous de cette dame » me demanda-t-il à brûle-pourpoint. Je répondis que je ne savais rien. Elle n'a jamais fait allusion à la raison qui l'a décidé à venir habiter ici? Non. Pourtant, vous la voyez de temps en temps. Visiter mes paroissiennes constitue l'un des devoirs de ma charge. Je ne voulais pas qu'il sût qu'on m'avait envoyé chercher. Oui, naturellement. Il demeura silencieux une minute ou deux, mais l'envie de parler de sa déconvenue fut la plus forte. Tout ça me paraît bien louche, dit-il. Croyez-vous? Si vous voulez mon opinion, eh bien, je ne serais pas surpris que ce soit une affaire de chantage. Une telle hypothèse parut absurde, si l'on songe à la réputation du colonel Prothero, mais il ne faut jurer de rien. Après tout, il ne serait pas le premier marguillier à avoir mené une double existence. D'ailleurs, Miss Marple n'avait-elle pas fait là-dessus des observations presque identiques? Cela vous paraît probable? Dis-je. Je ne sais pas si c'est probable, Mr. Clément, mais ça cadre tout à fait avec ce que nous savons. Pourquoi une femme aussi élégante serait-elle venue s'enfermer dans notre petit trou? Pourquoi est-elle allée chez le colonel à une heure aussi incongrue? Pourquoi a-t-elle évité de rencontrer Mrs. et Miss Prothero? Oui, tout ça se tient. Évidemment, c'est délicat à avouer. Et le chantage est sévèrement puni. Mais nous finirons bien par lui faire dire la vérité.
Ça peut avoir une grosse importance pour la suite de l'enquête. Si le colonel Protero avait dans sa vie un secret, quelque chose de déshonorant, vous rendez-vous compte des perspectives que ça nous ouvrirait? Au fond, l'endormi raisonnait avec assez de logique. J'ai essayé de faire parler le domestique, reprit-il. Il aurait pu saisir quelques bribes des conversations entre le colonel et Mrs. Lestrange. Vous savez, les domestiques. Mais il a juré ses grands dieux qu'il n'avait rien entendu. Figurez-vous qu'il allait être mis à la porte à propos de cette satanée visite. Oui, le colonel l'a attrapé. Il était furieux qu'il ait laissé entrer cette femme. L'autre a répondu en donnant son congé. La place ne lui plaisait pas et il songeait depuis longtemps à la quitter. Vraiment? Ça fait une personne de plus qui en voulait au colonel. Vous ne soupçonnez tout de même pas cet homme? À propos, comment se nomme-t-il? Il s'appelle Rive. Je ne dis pas que je le soupçonne. Ce que je dis, c'est qu'on ne sait jamais. Et puis, je n'aime guère ces façons mielleuses. À part moi, je me demandais ce que Rive pouvait bien penser des manières de l'inspecteur. Autour du chauffeur, maintenant, poursuivit celui-ci. Eh bien, dis-je, vous allez peut-être pouvoir me faire une petite place à vos côtés dans votre voiture. J'ai quelques mots à dire à Mrs. Protero. À quel sujet? Pour les funérailles. Ah! L'endormi parut déçu. L'enquête reprendra demain samedi. Oui, les obsèques pourront sans doute avoir lieu mardi. L'inspecteur était un peu confus de sa brusquerie. Il me tendit le rameau d'olivier sous forme d'une invitation à assister à l'interrogatoire du chauffeur. Manning est un gentil garçon de 25 à 26 ans. La présence de l'endormi l'emplissait d'une crainte respectueuse. « Dites-moi, mon ami, » commença celui-ci. « Je désirerais obtenir de vous un petit renseignement. »« Oui, monsieur. Certainement, monsieur. » bégaya le malheureux. Il aurait commis le crime qu'il n'eût pas paru plus troublé. « Vous avez conduit votre maître au village, hein? »« Oui, monsieur. »« À quelle heure? »« À 5h30. »« Mrs. Protero y est allée également? »« Oui, monsieur. »« Vous êtes allé directement au village? »« Oui, monsieur. »« Vous ne vous êtes pas arrêté en chemin? »« Non, monsieur. »« Qu'avez-vous fait une fois arrivé? »« Le colonel est descendu. Il m'a dit qu'il n'aurait plus besoin de la voiture et qu'il rentrerait à pied. Madame avait quelques commissions à faire. Elle a mis les paquets dans l'auto. Je suis rentrée seule à la maison. »« Vous avez donc laissé Mrs. Protero dans le village? »« Oui, monsieur. »« Quelle heure était-il? »« 6h15, monsieur. 6h15, tout juste. »« À quel endroit l'avez-vous quittée? »« En face de l'église, monsieur. »« Le colonel vous avait-il dit où il se rendait? »« Il a laissé entendre qu'il allait chez le vétérinaire pour un de ses chevaux. »« C'est bien. Vous êtes revenu ici directement? »« Oui, monsieur. » Grogna l'endormi. Je crois que c'est tout. Tiens, voici Miss Protero. Létice venait vers nous. Elle marchait avec lenteur. « Sortez la voiture, Manning, » dit-elle. « Mettez-la en marche pour moi, voulez-vous? »« Parfaitement, mademoiselle. » Il s'approcha de la torpedo
et souleva le capot. Une seconde seulement. Miss Prothero, dit l'inspecteur. Je dois vérifier l'emploi du temps de tout le monde, hier après-midi. Ne voyez là rien d'offensant. Lettice le regarda bien en face. Je ne sais jamais l'heure de rien, dit-elle. Voyons cela. Je crois que vous êtes sorti après déjeuner. De la tête, elle fit signe que oui. Où êtes-vous allé, s'il vous plaît? Faire du tennis. Avec qui? Avec les Hartley Napier. À Mugbanham? Oui. Et vous êtes rentré? Je n'en sais rien. Je vous ai dit que je ne savais jamais ces choses-là. Vous êtes revenu, dis-je, vers 7h30. C'est cela, dit Lettice. Quand je suis rentrée, Anne avait une crise de nerfs et Griselda la soutenait. Merci, mademoiselle, conclut l'inspecteur. C'est tout ce que je voulais savoir. Comme c'est curieux, fit encore Lettice. C'est tellement dépourvu d'intérêt. Et elle se dirigea vers la voiture. L'inspecteur se frappa le front. Il lui manque quelque chose, dit-il. Pas le moins du monde, corrigeai-je. Mais il lui plaît de passer pour une originale. Je vais interroger les bonnes, maintenant, décida l'endormi. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment aimer l'inspecteur, mais il faut s'incliner devant son énergie et sa ténacité. Nous nous séparâmes. Je demandai à Rive si Mrs. Prothero était visible. Elle se repose, monsieur, répondit-il. Dans ces conditions, il vaut peut-être mieux que je ne la dérange pas. Monsieur peut toujours attendre un peu. Je sais que madame désire beaucoup voir monsieur. Elle le disait encore à déjeuner. Il me fit entrer dans le salon et tourna le commutateur, car les stores étaient baissés. Tout cela est bien triste, dis-je. Oui, monsieur. Il m'avait répondu avec un respect glacé. Je le regardais. Quel sentiment pouvait bien agiter cet homme sous ces dehors impassibles? Savait-il des choses? Aurait-il pu les dire? Rien n'est aussi peu humain que le masque d'un bon serviteur. Y a-t-il du nouveau, monsieur? Demanda-t-il encore. Derrière cette phrase correcte, pouvait-on deviner même un peu d'inquiétude? Non, dis-je, on ne sait rien de plus. Je n'attendis pas longtemps Anne Prothero. Nous discutâmes et prîmes quelques décisions, puis, tout à coup, « Quel homme aimable que le docteur Haydock !» s'écria-t-elle. Haydock est le meilleur homme que je connaisse. Il a été parfait pour moi. Mais, Dieu, qu'il a l'air triste! L'idée ne m'était jamais venue qu'Haydock pût être triste. Je le dis à Anne. Je ne l'avais jamais remarqué non plus avant aujourd'hui, expliqua-t-elle. Le malheur rend parfois perspicace. Ah, comme c'est vrai. Et elle s'arrêta, puis reprit. Mister Clément, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si mon mari a été tué dès que je l'ai eu quitté, comment se fait-il que je n'ai pas entendu de coup de feu? On a quelques raisons de penser que le coup a été tiré un peu plus tard. Mais l'heure indiquée sur la lettre, 6h20?
Cette indication a peut-être été ajoutée par une autre main, par celle du meurtrier, qui sait. Elle pâlit. Ah, c'est épouvantable. Vous n'avez pas remarqué que l'heure n'était pas écrite de sa main? Le reste de la lettre, dit-elle, ne ressemblait pas davantage à son écriture. Il y avait du vrai dans cette observation. C'était un griffonnage illisible, bien moins net que l'écriture habituelle de Prothero. Vous êtes sûr qu'on ne soupçonne plus Laurence? Je le crois tout à fait hors de cause. Ah, Mr. Clément, qui cela peut-il bien être? Lucius n'était guère aimé, mais je ne pense pas qu'il ait eu de vrais ennemis. Du moins, pas cette sorte d'ennemis. Je hochai la tête. C'est un mystère. Je songeais à part moi aux 7 personnes de Miss Marple. Qui pouvait-elle bien être? Quand j'eus pris congé d'Anne, mon intention était de réaliser un plan que j'avais. Je pris par le petit sentier, mais lorsque je fus à la barrière, je revins sur mes pas et, choisissant un endroit où il m'apparut que les broussailles avaient été dérangées, je me frayai un chemin à travers les buissons. À cet endroit, le bois était épais, un véritable roncier. J'avançai lentement et bientôt j'entendis remuer non loin de moi. Je venais de m'arrêter quand j'aperçus Laurence. Il tenait une grosse pierre à la main. Je devais avoir l'air ahuri, car il éclata de rire. « Non, dit-il, ce n'est pas une borne, mais une offrande en signe de paix. » En signe de paix? Si vous préférez, c'est une base de négociation. Il me faut un prétexte pour aller voir Miss Marple, et l'on m'a dit que rien ne lui ferait plus plaisir qu'une pierre pour son jardin japonais. C'est vrai, dis-je. Mais que lui voulez-vous donc? Voilà. S'il y avait quelque chose à voir, hier soir, Miss Marple l'a vu. Je ne parle pas seulement de quelque chose qui puisse avoir des rapports avec le crime, mais j'entends le moindre incident un peu bizarre, le plus petit événement qui nous mettrait, on ne sait jamais, sur le chemin de la vérité. Quelque chose, même, qu'elle aurait jugé inutile de signaler à la police. Ma foi, c'est bien possible. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Voyez-vous, Mister Clément, je veux suivre cette affaire jusqu'au bout, pour l'amour d'Anne, car je n'ai guère confiance en l'endormi. Il est zèle, mais le zèle n'a jamais remplacé l'intelligence. Tiens, tiens, dis-je, vous êtes ce qu'on appelle un détective amateur. Dans les romans, ils sont toujours très bien, mais dans la vie réelle, je me demande s'ils sont de taille à lutter avec les professionnels. Il me regarda malicieusement et se mit à rire. Et vous, pasteur, que faisiez-vous dans les bois? J'eus l'amabilité de rougir. Je parie, dit-il, que vous faisiez la même chose que moi. Non, nous avons eu la même idée, n'est-ce pas? Comme le meurtrier est-il arrivé au bureau? 2 hypothèses, par le sentier et la barrière, ou bien par la porte d'entrée. Une troisième. Mais y en a-t-il une troisième? J'ai voulu savoir si les buissons avaient été dérangés autour de votre mur. Je convins volontiers que j'avais eu la même idée. Je n'ai pas encore commencé mes recherches, continua Laurence. Je préfère voir d'abord Miss Marple et m'assurer que personne n'est passé par le sentier, hier soir, tandis que nous étions dans l'atelier.
Je secouai la tête. Elle a affirmé que personne n'était passé par là. Oui, personne qui en vaille la peine à son point de vue. Ça paraît idiot, ce que je vous dis là, mais vous me comprenez parfaitement. Il a pu passer quelqu'un comme, je ne sais pas moi, comme le facteur, ou le laitier, ou encore le garçon boucher, quelqu'un dont la présence était si naturelle qu'elle n'a pas songé à le signaler. Vous avez lu Chesterton? Dis-je. Laurence ne s'en défendit pas. Vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir quelque chose dans cette voie? Mais si, pourquoi pas? Nous prîmes ensemble le chemin qui conduit chez Miss Marple. Elle travaillait à son jardin et nous appela dès qu'elle nous aperçut à la barrière. Hein? Dit Laurence. Elle voit tout le monde. Miss Marple nous reçut très aimablement et parut enchantée de la grosse pierre que Laurence lui offrit avec la solennité convenable. C'est vraiment très gentil de votre part, Mr. Redding. Encouragée par cet accueil, Laurence s'embarqua dans son questionnaire. La vieille dame l'écoutait dans une grande attention. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Et, ma foi, je reconnais qu'il me serait même pas venu à l'esprit de mentionner d'aussi petits événements. Mais je puis vous rassurer, il n'est passé personne, absolument personne. Vous en êtes sûre, Miss Marple? Tout à fait sûre. Avez-vous vu quelqu'un prendre le sentier à travers bois cet après-midi? Demandai-je. Oh, oui, plusieurs personnes. Le docteur Stone et Miss Cram. C'est le plus court chemin pour aller aux fouilles. C'était un peu après 2 heures. Et le docteur est revenu par là. D'ailleurs, vous le savez bien, Mr. Redding, puisqu'il vous a rejoint, vous et Mrs. Protero. À propos, dis-je, cette détonation que vous avez entendue, Mr. Redding et Mrs. Protero doivent l'avoir entendue également. Je regardai Laurence. Oui, fit-il en fronçant les sourcils. Il me semble avoir entendu des coups. Mais combien? 1, 2? Je n'en ai entendu qu'un, dit Miss Marple. Oh, mes souvenirs sont très vagues sur ce point, dit Laurence. Je voudrais tant me souvenir. Si j'avais pu deviner. Mais j'étais alors très absorbée par... Il s'arrêta, embarrassé. Je toussai avec tact. Miss Marple changea de conversation. L'inspecteur a essayé de me faire préciser si j'avais entendu le coup après ou avant que Mr. Redding et Mrs. Protero eurent quitté l'atelier. Je n'ai pas pu lui répondre d'une façon très affirmative, mais plus j'y songe, plus j'ai l'impression que c'était après. Alors, soupira Laurence, le célèbre docteur Stone est, lui aussi, hors de cause? Il n'y avait, d'ailleurs, aucune raison de le soupçonner d'avoir tué ce pauvre vieux Protero. Moi, dit Miss Marple, je juge plus prudent de soupçonner un peu tout le monde. On ne sait jamais. À ce trait, je reconnus Miss Marple. Je demandai à Laurence s'il était d'accord au sujet du coup. Je ne peux vraiment pas vous répondre. C'était un bruit tout à fait normal. Je serais plutôt tentée de croire qu'il a été tiré pendant que nous étions dans l'atelier, car le son aurait été assourdi par les murs
et nous aurions moins fait attention. Et pour d'autres raisons aussi, pensai-je in pento. Il faudra que je demande à Anne, reprit Laurence. Peut-être se souviendra-t-elle? À propos, il s'est produit ici, ces jours derniers, un fait assez curieux et qui demande des explications. Mrs. Lestrange, la dame mystérieuse de Sainte-Marie-Maid, a fait une visite au vieux Protéro, mercredi soir, après dîner. À quel sujet? Le bonhomme n'en a rien dit à sa femme, ni à Létice. Le pasteur sait peut-être quelque chose, insinua Miss Marple. Comment la vieille dame pouvait-elle savoir que j'étais allée cet après-midi chez Mrs. Lestrange? Cette façon d'être au courant de tout restera pour moi une énigme. Je secouai la tête en affirmant que je ne pouvais apporter aucune lumière sur cet événement. Et l'inspecteur, qu'en pense-t-il? Demanda encore Miss Marple. Il a essayé d'intimider le valet de chambre, mais celui-ci n'était pas assez curieux, paraît-il, pour écouter aux portes. Personne ne sait rien là-dessus. Je serais bien surprise que personne n'ait rien entendu. Il y a toujours quelqu'un pour écouter aux portes. À mon avis, c'est le seul espoir qu'ait Mr. Redding de savoir quelque chose. Mais, dit Laurence, Mrs. Protéro ne sait rien. Je ne faisais pas allusion à Mrs. Protéro, poursuivit Miss Marple. Je voulais parler des bonnes. Ces gens-là ont horreur de dire quelque chose à la police. Mais un beau jeune homme, excusez-moi, Mr. Redding, un beau jeune homme qui a été atrocement soupçonné, je suis sûre qu'à celui-là, elle raconterait tout. J'essayerai dès ce soir, fit Laurence d'un air résolu. Merci, Miss Marple, de m'avoir donné cette idée. Le mieux était de nous en tenir là. Je dis au revoir à Miss Marple et nous reprîmes le chemin des bois. Nous suivîmes le sentier jusqu'à un endroit où il était visible que quelqu'un l'avait quitté pour prendre à droite. Laurence me dit qu'il avait déjà suivi cette piste et qu'elle ne conduisait nulle part, mais nous pouvions toujours tenter notre chance. Il ne s'était pas trompé. Au bout de quelques mètres, la piste se perdait. C'était de là que Laurence était redescendue sur le sentier, lorsque je l'avais rencontrée tout à l'heure. Nous reprîmes le petit chemin. Un peu plus loin, nous observâmes que les buissons avaient été dérangés. Cela s'apercevait à peine, pourtant il ne pouvait y avoir de doute. Cette nouvelle piste promettait davantage. Par un long détour, elle conduisait au presbytère. Nous arrivâmes bientôt près du mur, où les buissons sont si épais. Ce mur est très haut, et l'on a planté sur le fait des tessons de bouteilles. Si quelqu'un avait appliqué une échelle à cet endroit, nous ne pouvions manquer de nous en apercevoir. Nous allions lentement le long du mur lorsqu'un bruit de branches cassées parvint à nos oreilles. Je me frayais vivement un passage à travers un enchevêtrement d'arbustes et de ronces. Ce fut pour me trouver face à face avec l'inspecteur. « Tiens, c'est vous ?» dit-il. « Vous et Mr. Redding. Que faites-vous là, tous les deux ?» Nous ne lui expliquâmes. « Vous avez raison, » dit l'endormi. « J'ai eu la même idée. Voilà 1 heure que je cherche. Voulez-vous que je vous dise quelque chose ? » « Quoi donc ?
Celui qui a tué le colonel Protero n'a pas pris ce chemin. Il n'y a pas de trace de ce côté du mur, ni de l'autre. Celui qui a tué le colonel Protero est entré par la grande porte. Il n'a pas pu prendre un autre chemin. C'est impossible, m'écriai-je. Pourquoi impossible? Vous laissez votre porte ouverte. N'importe qui peut entrer chez vous. On ne voit rien de la cuisine. On vous sait absent. On sait que Mrs. Clément est à Londres. On sait que Mr. Denis est invité dehors pour un thé. Mais c'est clair comme le jour. Et, de cette façon, on n'a pas besoin de passer par le village. Juste en face de la barrière, il y a un petit chemin qui vous permet de vous retrouver dans les bois, bien tranquille. À moins que Mrs. Price Ridley ne sortît juste à ce moment-là, il n'y a rien à craindre. Beaucoup moins à craindre qu'en escaladant les murs. Car n'oubliez pas que les fenêtres de Mrs. Price Ridley donnent sur ce mur. Je vous le dis, il n'y a pas de doute, c'est par la grande porte qu'il est entré. Oui, ce devait être ainsi que les choses s'étaient passées.